Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le chargé de mission auprès du cabinet royal, Monsieur le gouverneur de la préfecture d'Anfa, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les présidents des régions, Messieurs, Mesdames, les directeurs généraux, chère audience, Monsieur le Président directeur général du groupe Le Matin, c'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui avec vous pour participer à la 3e édition du Morocco Today Forum traitant du thème de la régionalisation sous le titre « Vision d'un roi, disparité régionale, écosystème pour la concrétisation d'un développement harmonieux » organisé par le groupe Le Matin. Je voudrais tout d'abord saluer les efforts de l'organisation de cette conférence qui constitue une opportunité idoine pour échanger sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de régionalisation avancée en les couplant chaque fois à une composante essentielle liée à leurs externalités et à leur environnement externe et interne. Pour bien introduire le sujet de la régionalisation avancée, j'ai choisi de partager avec vous une présentation assez détaillée sur les nouveaux apports de cette régionalisation avancée au Maroc selon le plan suivant. Le processus de décentralisation d'abord, les apports de la régionalisation avancée, les caractères du nouveau découpage régional et les défis et chantiers ouverts. Mesdames et messieurs, le processus de décentralisation représente pour le Maroc un choix irréversible et un chantier prioritaire. Il a fait l'objet de plusieurs réformes permettant aux citoyennes et citoyens de disposer d'une administration de proximité efficace, autonome, efficiente et à leur écoute. Ce processus a été entamé dès les premières années de l'indépendance par la mise en place des structures fondamentales en 1960 et s'est accentué avec la promulgation de la Charte communale de 1976, qui a été le premier grand tournant de ce processus de décentralisation, puis s'est revigoré avec la naissance de la région comme nouvelle collectivité locale dont l'organisation était régie par la loi de 1996, et il s'est affirmé récemment avec la consécration de la régionalisation avancée par le texte constitutionnel de 2011. Persuadé de la place primordiale qu'occupent les collectivités territoriales dans les politiques et les programmes publics, le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a su capitaliser sur l'expérience vécue et ses acquis en matière de démocratie locale, et ce à travers la construction d'un modèle de régionalisation basé essentiellement sur les spécificités institutionnelles et culturelles du pays. Ce modèle est maintenant reconnu à l'échelle internationale. Comme je viens de le dire, la Constitution de 2011 représente un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l'État de droit, l'ancrage des valeurs de la démocratie participative. De même, la régionalisation avancée y a occupé une place de choix. Ainsi, en sus de l'article 1er de la Constitution, qui dispose que l'organisation territoriale du Royaume est décentralisée, elle est fondée sur une régionalisation avancée. Un titre entier, à savoir le titre 9, a été dédié au principe, le titre 9 de l'article 135 à l'article 146, a été dédié aux principes et règles régissant les régions et les autres collectivités territoriales, qui sont les préfectures, les provinces et les communes. Et en application des dispositions de l'article 146 de ce titre 9, 3 nouvelles lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont été élaborées et publiées en juillet 2015. Le dispositif juridique a ensuite été consolidé par la publication entre décembre 2015 et janvier 2018 de 68 décrets d'application de ces lois organiques. Mesdames et messieurs, après avoir présenté en propos résumés l'évolution historique de la décentralisation, je me permets de consacrer les développements qui suivront aux apports de la régionalisation avancée et notamment ceux des lois organiques relatives aux collectivités territoriales selon 11 axes. Ainsi, et en premier lieu, le renforcement de la démocratie dans le fonctionnement des conseils constitue un des apports majeurs de la régionalisation avancée, et dans ce cadre, la réforme a notamment consacré le renforcement des attributions des présidents, et particulièrement ceux des régions et des préfectures et provinces. Le vote public est devenu désormais la règle
pour l'élection du président du Conseil, des vice-présidents et des organes du Conseil, ainsi que pour la prise de toutes les décisions du Conseil. La consolidation de l'approche genre, et ce, à travers la réservation aux femmes du tiers des candidatures au bureau des conseils. Et enfin, la réservation de la présidence d'au moins une commission permanente à l'opposition. Pour ce qui est du deuxième volet, pour ce qui est du deuxième axe, afférent aux mécanismes participatifs et de concertation, les nouvelles lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont renforcé le rôle de la société civile en tant que force de proposition participant aux différentes phases d'élaboration, de suivi et d'évaluation des programmes au niveau des collectivités territoriales. Ainsi, les conseils sont tenus de mettre en place des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation pour favoriser l'implication des citoyennes et citoyens, des acteurs économiques et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement. À titre d'exemple, 3 instances consultatives sont créées auprès des conseils des régions. D'abord, une instance consultative en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de l'étude des affaires régionales relatives à la mise en œuvre des principes de la parité, de l'égalité des chances et de l'approche genre. Une instance consultative chargée de l'étude des questions relatives au centre d'intérêt des jeunes, et je salue nos jeunes qui viennent de passer avant moi, et une instance consultative en partenariat avec les acteurs économiques de la région, chargée de l'étude des affaires régionales à caractère économique. Concernant les compétences, le chantier royal de la régionalisation avancée et de la consolidation de l'édifice décentralisé du royaume a permis, à travers les nouvelles lois organiques, de clarifier les compétences des 3 niveaux des collectivités territoriales, sur la base du principe de la subsidiarité, à savoir les compétences propres, les compétences partagées avec l'État et les compétences à transférer par ce dernier. Et pour asseoir une complémentarité de vision entre les différentes collectivités territoriales, les trois niveaux, les régions sont investies de la mission de promouvoir le développement intégré et durable. Quant aux préfectures et provinces, elles veillent sur la promotion du développement social, notamment en milieu rural, et de renforcement de la mutualisation et de la coopération entre les communes appartenant au même territoire, alors que les communes poursuivent leur mission habituelle, classique, de pourvoyeurs de prestations de proximité aux citoyens et aux entreprises. Mesdames et messieurs, la région, selon la Constitution, assure, en dehors de toute relation de tutelle, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales en matière d'élaboration et de suivi des programmes de développement régionaux, les PDR, et des schémas régionaux d'aménagement du territoire, les SRAT. En conséquence, la construction d'une vision et d'un projet de développement régional constitue une opportunité de confirmation de l'institution régionale en tant que chef de file en matière de développement régional. Elle permet ainsi de renforcer la construction d'une identité et d'une organisation régionale cohérente à travers la mobilisation de l'ensemble des acteurs, assurer l'articulation et la cohérence entre les orientations et les politiques conçues au niveau territorial et les stratégies de développement élaborées au niveau national pour assurer plus de convergence, définir un cadre de négociation et de mise en œuvre des politiques contractuelles avec l'État et les autres collectivités territoriales, faire émerger un territoire régional compétitif grâce à son SRAT et son PDR en se focalisant sur ses principales missions en matière de promotion du développement intégré et durable. Et enfin, insuffler une démarche participative de mobilisation des différents acteurs à travers l'implication directe du Conseil régional dans la conduite du processus d'élaboration des SRAT et du PDR. Il est à noter que la régionalisation avancée a installé de nouvelles relations entre l'État et les régions, basées sur le partenariat et la contractualisation. En effet, la contractualisation est l'un des meilleurs moyens de gestion des rapports entre l'État et les collectivités. Elle permet de responsabiliser les acteurs, d'optimiser les moyens et de simplifier les procédures. Ainsi, la nouvelle réforme a consolidé la pratique contractuelle au sein des collectivités territoriales, mais aussi dans leurs relations avec l'État, ainsi qu'avec le secteur privé, et ce afin de garantir la convergence des politiques de développement territorial avec les politiques nationales et améliorer le niveau d'exécution des différents programmes. Outre les aspects relatifs aux aspects juridiques, l'avènement de la régionalisation avancée a permis l'amélioration des ressources des collectivités territoriales dans des proportions importantes
et ce à travers le redéploiement des ressources financières d'État pour permettre l'exercice des nouvelles compétences, la révision de la fiscalité territoriale pour en améliorer le rendement, et enfin la réforme de la loi sur le patrimoine qui est en cours de préparation afin de garantir les conditions optimales de la gestion du patrimoine des collectivités. Et pour aider les régions à mieux s'acquitter de leurs missions et affirmer leur rôle en tant que coacteurs en matière de développement, des ressources financières importantes en matière de développement, des ressources financières importantes et diversifiées leur ont été allouées, dont en particulier 5% des produits de la TVA et de l'IS et 20% du produit de la taxe sur les contrats, 5% des produits de l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés et 20% du produit de la taxe sur les contrats d'assurance, et ce, en plus d'autres dotations versées par le budget général de l'État, avec une augmentation progressive des transferts financiers d'État à la région pour atteindre 10 milliards de dirhams de transferts à l'horizon 2021. Le dispositif de financement des régions est soutenu et enrichi par les ressources des deux fonds nouvellement créés, à savoir le fonds de mise à niveau social et le fonds de solidarité interrégionale, ce qui constitue un engagement fort de l'État pour accompagner la régionalisation avancée et garantir sa viabilité. Outre les ressources financières propres des régions, celles-ci peuvent s'engager dans les emprunts et ont droit à développer leur propre patrimoine. Et en vue de garantir aux régions une gestion saine de leurs finances et des relations équilibrées entre le centre et la région, tout transfert de compétences de l'État vers la région doit s'accompagner d'un transfert des ressources correspondantes. Par ailleurs, la régionalisation avancée a amélioré l'administration au niveau des collectivités territoriales et permis de renforcer les capacités d'exécution et de gestion de ces collectivités. Ainsi, de nouveaux organigrammes ont été mis en place, comportant pour les régions et les préfectures et les provinces la création de directions générales des services et de direction des affaires de la présidence et du conseil, en plus de chargés de mission auprès du président du conseil de région. En ce qui concerne l'échelon communal, les grandes communes ont été dotées de direction générale des services et les autres communes de direction des services en vue de les doter de vrais city managers. Par ailleurs, les régions ont été dotées chacune d'une agence régionale d'exécution des projets, AREP, établissement public sous la tutelle du conseil de la région, administré par un comité de supervision et de contrôle et dirigé par un directeur. Ces AREP ont une mission couvrant toutes les phases de conseil en ingénierie technique et financière, ainsi que de l'élaboration et de l'exécution des projets et programmes de développement lancés par les régions. Concernant la responsabilité et la reddition des comptes, la réforme a consacré l'adoption des modes de gestion modernes, basés sur la gestion par objectif et la mesure des performances, ainsi que le principe de la reddition des comptes, avec le recours aux techniques de contrôle a posteriori et de l'audit, qui constituent a priori des gages de bonne gouvernance et de gestion efficiente et transparente. Ainsi, le contrôle financier des collectivités relève des compétences des cours régionales des comptes. Les opérations financières et comptables des régions font l'objet d'audits annuels effectués conjointement par les inspections générales des finances et l'inspection générale de l'administration territoriale, et la possibilité pour le Conseil de constituer à la demande de la moitié au moins de ses membres de commissions d'enquête sur des questions intéressant la gestion des affaires des collectivités territoriales. Pour ce qui est du contrôle étatique sur les collectivités territoriales et en vue de donner aux principes constitutionnels de libre administration et de responsabilité de l'ordonnateur leur plein sens, le contrôle de tutelle a été remplacé par un contrôle d'accompagnement plus souple et focalisé sur les actes et décisions stratégiques. Et dans ce cadre, il y a lieu de souligner que le contrôle administratif, principalement a posteriori et se limitant à la légalité, et le contrôle a priori est maintenu sur les seuls actes de nature financière. Le renforcement du rôle de la justice, seule habilité à révoquer un membre du Conseil ou à dissoudre un Conseil. La gestion axée sur les résultats pour l'exécution des budgets sur la base de la planification annuelle, les dépenses présentées par les programmes et projets, un pilotage des projets suivant des indicateurs de performance, et enfin la responsabilisation des présidents, le président étant l'ordonnateur du budget dont il approuve les marchés de travaux. Mesdames et messieurs, s'agissant de la gouvernance, le premier mandat des conseils des collectivités territoriales, consécutif à la publication des nouvelles lois organiques et à la mise en place des nouveaux conseils, s'apparente à un véritable chantier de mise en œuvre des mécanismes et des outils nécessaires
pour accompagner et soutenir les collectivités en vue d'atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de leurs affaires et dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues. Et dans ce cadre, au niveau central, les engagements de l'État se résument comme suit. La mise en place des mécanismes permettant le renforcement de la capacité de gestion des élus au début de chaque nouveau mandat. La mise en place des outils permettant aux collectivités d'adopter des systèmes de gestion modernes, notamment les indicateurs de suivi, de réalisation et de performance, ainsi que les systèmes d'information. La mise en place des mécanismes d'évaluation régulière internes et externes. Et enfin, la mise à la disposition des conseils des collectivités de toutes les informations et documents nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Et au niveau local, les membres des conseils et les instances relevant des collectivités et de leurs groupements sont tenus à leur tour de se conformer aux règles de gouvernance, à savoir l'égalité entre les citoyens dans l'accès aux services publics des collectivités, la continuité de la prestation des services et la garantie de leur qualité, la consécration des valeurs de démocratie, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, le renforcement de la primauté de la loi, et enfin la participation, l'efficacité et l'intégrité. Le dernier axe, le 11e et dernier axe, au niveau de la partie réservée aux apports de la régionalisation avancée, concerne la coopération internationale. Et à ce niveau, le Maroc fonde sa régionalisation sur la base de la coopération internationale décentralisée, qui constitue une voie intéressante à prospecter pour aider à la mobilisation des financements additionnels. Elle offre également l'occasion pour les élus d'acquérir une expertise inestimable et tirer les leçons des expériences étrangères. Elle peut ouvrir également des perspectives intéressantes à la réalisation de partenariats d'affaires très bénéfiques pour les collectivités et pour le pays. Et à cet effet, les collectivités peuvent conclure des conventions avec des acteurs en dehors du royaume et recevoir des financements dans le même cadre après l'accord des autorités publiques. Beaucoup d'organismes d'ailleurs internationaux sont intéressés par l'expérience marocaine et beaucoup d'actions sont en cours dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale. Et enfin, beaucoup de pays sollicitent l'expertise marocaine, notamment des pays africains amis. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, avec l'adoption de lois organiques relatives aux collectivités territoriales, a exigé la mise en place d'un nouveau découpage régional autour des finalités fonctionnelles de dynamisation des territoires. La configuration du territoire de la région se définit par les objectifs et les missions de la région. À chaque type de mission et d'objectif correspond son propre découpage territorial. Ainsi, dans la logique de la décentralisation, le critère essentiel est de nature fonctionnelle et économique. Il ne s'est pas agi d'ériger des régions ethnoculturelles ou à vocation politique. Le critère fonctionnel et économique a conduit à la formation d'ensembles territoriaux à partir d'un pôle ou d'un bipôle urbain rayonnant sur des espaces de croissance et de flux économiques et humains. Cependant, la diversité extrême de l'espace marocain a conduit inévitablement à une grande diversité entre les 12 régions nouvelles. Et vu l'élargissement des compétences et des moyens, le nombre de régions a diminué. En effet, le nouveau découpage territorial opéré en 2015 a ramené le nombre de régions de 16 à 12. Mesdames et messieurs, après 3 années d'entrée en vigueur des lois organiques relatives aux collectivités territoriales et malgré les efforts déployés pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée, plusieurs défis et chantiers restent ouverts, constituant une priorité de l'action du ministère de l'Intérieur en général et de cette direction générale en particulier. Premièrement, la finalisation des programmes de développement régionaux, puisque actuellement, 10 régions ont établi leur programme de développement régional sur 12, et ces 10 sont en cours de discussion avec les ministères concernés pour établir les contrats programmes État-région. En ce qui concerne les schémas régionaux d'aménagement du territoire, 3 régions sont en phase très avancée, 7 sont en cours et en phase de diagnostic. Pour ce qui est des schémas directeurs de formation, 2 régions ont validé les leurs, 2 sont en cours d'achèvement
et 5 sont en cours. Pour ce qui est du chantier très important de prise en charge des compétences propres des régions prévues par la loi, des discussions sont en cours avec les ministères concernés dans le cadre de groupes de travail pilotés par des présidents de région. Enfin, la déconcentration de l'administration vise un meilleur déploiement des politiques publiques et une meilleure qualité des prestations de services publics sur le territoire et au moyen d'un transfert du pouvoir de décision et des moyens d'action du centre vers le territoire et la prise de décision au plus près de l'usager avec la célérité, la qualité et le meilleur coût de la collectivité. À ce niveau, il y a d'ailleurs lieu de noter la nécessité d'adoption d'une large déconcentration pour garantir une décentralisation judicieuse dans le cadre d'une gouvernance territoriale efficiente fondée sur la corrélation et la convergence et qui est soulignée avec force dans plusieurs discours royaux. D'ailleurs, une charte nationale de la déconcentration avec comme objectif la mise en place d'un système de gouvernance efficace basé sur l'approche territoriale est en cours de préparation. Mais le processus démocratique de régionalisation avancée, engagé par le Royaume, sous la conduite éclairée de notre auguste souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, ne saura être complet sans l'engagement de tous les acteurs politiques, les acteurs économiques et la société civile, dans le choix des élites territoriales, la mobilisation des citoyens, la participation effective et dynamique dans un esprit de patriotisme et de sauvegarde de l'intérêt général. Par ailleurs, l'évolution de la régionalisation pourra donner des trajectoires différentes selon les régions. Lors du transfert des compétences, les principes de progressivité prévus par la loi, de différenciation et de modularité entre les collectivités territoriales seront pris en compte, d'où la nécessité d'une veille stratégique pour garder une cohérence générale du dispositif. Enfin, à l'ère du digital et des réseaux sociaux, il est nécessaire d'opérer, comme l'ont dit nos jeunes, d'opérer un changement de paradigme et de logique dans la relation entre les collectivités territoriales et les citoyens et les entreprises à travers l'abandon du modèle classique d'administration d'un côté et d'administrer de l'autre, qui est un modèle dépassé, et celui de pourvoyeur de services d'un côté et de consommateur passif de l'autre, pour adopter un modèle plus smart, plus intelligent, de smart région, basé sur la démocratie participative et la co-création de richesses et de croissance. Pour finir, je vais réitérer mes félicitations aux organisateurs de cette édition pour cette saisie de la question de la régionalisation avancée, question si stratégique et cruciale pour l'avenir de notre pays. Et j'ai choisi un extrait d'un discours de Sa Majesté le Roi, celui du 13 octobre 2017, comme conclusion à mon intervention. Nous avons constamment appelé à agir avec plus de célérité dans le domaine de la régionalisation avancée, car sa mise en œuvre pleine et entière apportera des réponses tangibles aux demandes sociales, aux attentes de développement qui s'expriment dans les différentes régions du Royaume. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre attention.